L'administration de Donald Trump choque vraiment aujourd'hui. Les militaires américains ont annoncé que Washington et Moscou avaient accepté, le 5 février, de reprendre leur dialogue militaire de haut niveau après des négociations à Abu Dhabi. Cela pourrait marquer une normalisation des relations entre les États-Unis et la Russie. Dans le même temps, les États-Unis et la Russie se rapprochent d'un accord sur la prolongation du traité de contrôle des armements New START, ou START 3, bien que les Russes essaient actuellement de manipuler ce sujet. Aujourd'hui, de nouveaux détails ont émergé sur les négociations parallèles entre Xi Jinping, Donald Trump et Vladimir Poutine. Hier, le 4 février, les autorités de Pékin ont officiellement déclaré que de tels contacts simultanés soulignent la volonté de la Chine de favoriser la coordination entre les grandes puissances, de prévenir l'escalade des tensions mondiales et d'assurer la stabilité stratégique dans le monde face à l'incertitude croissante. Mais en réalité, la Chine se trouve désormais dans une position où elle peut choisir entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. Et voilà, par exemple, Poutine a déjà promis à la Chine d'énormes réductions sur le pétrole et a fait état de l'introduction du nouvel an chinois en Russie. Dans son dialogue avec Trump, Xi Jinping a souligné l'importance de renforcer la communication entre les trois pays. Et après cela, nous voyons une déclaration selon laquelle les militaires russes et américains ont repris cette même communication, alors qu'ils avaient injustement interrompu ce dialogue à la veille de l'invasion à grande échelle de la Russie en Ukraine. Alors, de quoi Trump, Poutine et Xi Jinping se sont-ils mis d'accord et pourquoi les Américains ont-ils de nouveau repris le dialogue avec les militaires russes? Nous allons parler de tout cela dans cette démission. Je suis Alexei Pitchi, discutons-en, mais avant, merci de vous abonner, de liker, de commenter cette émission et de rejoindre mon Telegram Pitchi News. Le lien s'y trouve dans la description de cette vidéo et à la fin de l'émission. Si vous trouvez cela utile, merci de soutenir cette chaîne YouTube par un don ou un abonnement via les liens en description. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Alors, la nouvelle qui m'a personnellement le plus choqué aujourd'hui. Les militaires américains ont déclaré que Washington et Moscou étaient convenus de reprendre la communication à haut niveau entre les militaires des deux pays après des négociations à Abu Dhabi, ce qui pourrait indiquer un pas vers la normalisation des relations. Les États-Unis ont interrompu les communications militaires avec Moscou juste avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Les militaires américains ont précisé que la reprise de ce mécanisme vise à éviter les erreurs de calcul et l'escalade des deux côtés. En principe, c'est une citation très formelle, mais néanmoins, ils disent que le dialogue a repris. Je vais maintenant citer la déclaration des militaires américains. Le soutien au dialogue entre militaires est un facteur important de stabilité et de paix mondiale, qui ne peuvent être atteintes que par la force, et il offre des moyens d'accroître la transparence. Je rappelle que la reprise du dialogue a eu lieu après que le commandant du commandement européen des forces armées américaines, le général Alexei Grinkevich, a mené des négociations avec des hauts responsables militaires russes et ukrainiens à Abu Dhabi. Nous avons désormais plus de détails sur ce qui s'est dit à Abu Dhabi, confirmant qu'un tel dialogue a bien eu lieu. Mais il convient de noter que même après l'arrêt des négociations militaires de haut niveau entre les États-Unis et la Russie, les parties ont tout de même maintenu une ligne de communication pour résoudre les situations d'urgence. Ils n'ont pas annoncé avoir repris contact avec les Russes. Il semble aussi que Russie et États-Unis maintiennent désormais un dialogue sur un autre plan. 3 sources proches des négociations ont déclaré aux médias Axios que les États-Unis et la Russie se rapprochent d'un accord sur la prolongation du traité de contrôle des armements. Le traité New START a expiré aujourd'hui, 5 février. 2 sources précisent que le plan doit encore être validé par les 2 présidents. Une autre source a confirmé que les négociations ont continué ces dernières 24 heures à Abu Dhabi, où, comme prévu, les discussions portaient uniquement sur la fin de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. En particulier, les représentants du président américain Donald Trump, Stephen Witkoff et Jared Kushner ont mené des négociations sur un nouveau traité avec des responsables russes en marge des discussions sur l'Ukraine à Abu Dhabi. Un responsable américain a précisé que le traité deviendrait invalide aujourd'hui et qu'aucune prolongation ne serait juridiquement formalisée.
Les parties ont accepté les conditions et négocieront un nouveau traité. C'est un accord de gentlemen, sans traité mais à respecter. Et voici une citation du représentant des États-Unis. Nous sommes convenus avec la Russie d'agir dans un esprit de bonne volonté et de commencer à discuter des moyens de le renouveler. Malheureusement, il ne faut pas s'étonner d'un tel scénario. Je rappelle que les Russes ont rompu la trêve énergétique qui, d'après Donald Trump, devait durer une semaine. Il disait que cela devait durer toute la semaine. Mais le 4e jour après l'annonce publique du début de cette trêve, les Russes ont de nouveau frappé le secteur énergétique de l'Ukraine, et ce, pendant le jour le plus froid, ce à quoi Trump a déclaré que Poutine avait tenu parole. Vous n'avez pas compris quand la trêve a commencé, il dit « Stop, tout va bien, tout est normal ». Selon Donald Trump, cette trêve énergétique a commencé le 25 janvier et s'est terminée le 1er février, mais comme je l'ai déjà raconté dans l'une des émissions précédentes, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a officiellement rapporté que les 25, 26 et 27 janvier, ils ont frappé le secteur énergétique de l'Ukraine. Ce n'est pas une déclaration ukrainienne, mais du ministère de la Défense russe. Mais selon Trump, Poutine a tenu parole, même si, selon la logique de Trump, le cessez-le-feu a commencé précisément le 25. Ainsi, une telle complaisance de la part de Donald Trump a conduit à une audace sans précédent de la part des Russes malpropres. Aujourd'hui, Sergueï Lavrov, chef du ministère russe des Affaires étrangères, a cyniquement affirmé que la Russie n'aurait pas attaqué de cibles civiles. L'Ukraine aurait attaqué en premier les infrastructures énergétiques russes, obligeant la Russie à réagir et poursuivre. Citation de Lavrov, « Nous n'avons jamais initié ces actions. » Les Ukrainiens ont été les premiers à viser des infrastructures énergétiques et des cibles civiles, comme des immeubles et magasins. Nous avons longtemps fait preuve de patience, nous nous sommes retenus, mais maintenant nous sommes obligés de répondre. De plus, Lavrov a ensuite évoqué de prétendus nombreux exemples de la bonne volonté de la Russie et a accusé l'Ukraine de violer les accords précédents sur la trêve énergétique. Donc, selon vous, c'est l'Ukraine qui a rompu la trêve énergétique et non la Russie, qui d'ailleurs ne viserait même pas le secteur énergétique ? Je ne serais pas surpris si Lavrov et Poutine finissaient par dire « c'est l'Ukraine en 2022 ». Elle nous a attaqués massivement. Nous ne faisions que nous défendre, la guerre n'a pas été commencée par nous, mais par les Ukrainiens, le cynisme est incroyable. Lavrov sort et dit « Nous n'avons pas frappé les immeubles résidentiels, nous n'avons pas frappé les infrastructures énergétiques, nous n'avons pas frappé les hôpitaux, et ainsi de suite. » Je rappelle que dès le premier jour de la guerre à grande échelle, il y a plein d'images montrant comment les obus russes frappent des immeubles résidentiels, des écoles, et ainsi de suite. Mon école natale a été détruite littéralement dans les premières semaines de la guerre à grande échelle et elle a été détruite par des obus et des missiles russes. Mais Lavrov dit « Eh bien, écoutez, ce n'est pas nous les premiers. Et à votre avis, est-ce que Trump va répondre d'une manière ou d'une autre à ce mensonge cynique ? Je pense que non, mais revenons à notre sujet. » Hier, le 4 février, Xi Jinping a rencontré Poutine et Trump le même jour, un cas rare de contact diplomatique en une seule journée. Selon les autorités à Pékin, ces contacts simultanés montrent la volonté de la Chine de coordonner les grandes puissances, d'éviter l'escalade des tensions et d'assurer la stabilité stratégique face à l'incertitude croissante. Et lors de la rencontre virtuelle avec Poutine, Xi Jinping a analysé les progrès des relations entre la Chine et la Russie au cours de l'année écoulée, mentionnant les réalisations en matière de coordination stratégique, d'économie, de coopération économique, d'échanges culturels et de coopération multilatérale. Poutine a affirmé que la Russie continuerait de soutenir fermement la Chine pour défendre sa souveraineté et sa sécurité, d'accroître la coopération en éducation et culture et de favoriser la prospérité des deux peuples. Comme l'écrivent les médias chinois aujourd'hui sur fond de tensions géopolitiques croissantes. Xi Jinping a souligné que la Chine et la Russie, en tant que grandes puissances responsables, sont tenues de défendre la justice et l'équité mondiale, de protéger le système international centré sur l'ONU et les principes fondamentaux du droit international. C'est déjà ridicule. En fait, la justice, l'équité et le droit et la Russie, ce sont des choses totalement incompatibles. Où voyez-vous en Russie la justice, l'équité, le droit international et ainsi de suite ?
Il n'y en a pas là-bas. Mais il est important de noter ici que Vladimir Poutine était clairement en position d'infériorité. L'agence Reuters écrit aujourd'hui que le montant de la décote à laquelle les fournisseurs russes vendent leur pétrole à la Chine a atteint des niveaux records. Après que Donald Trump a annoncé lundi la conclusion d'un accord commercial avec l'Inde prévoyant l'abandon des matières premières russes, les raffineries indiennes réduisent leurs achats depuis plusieurs mois. Et les Chinois en profitent. Certaines cargaisons sont redirigées vers la Chine, mais les vendeurs doivent baisser les prix. Les remises sur le brut Expo ont grimpé cette semaine dans les ports chinois, atteignant près de 9 $ par baril par rapport au Brent. Ces derniers mois, ces remises étaient de 7 $. La décote du brut Oural, auparavant surtout envoyée en Inde depuis l'ouest de la Russie et désormais en partie vers la Chine, atteint 12 $ par baril. Mais il est également important de noter que dans ce cas, il s'agit de remises sur le prix dans les ports des importateurs, qui incluent les frais de transport. Dans les ports russes, où le pétrole est expédié à l'exportation, les prix sont nettement plus bas et les remises Bondo sont encore plus importantes. On rapporte qu'hier, lors d'un appel, Poutine a supplié Xi Jinping d'acheter plus de pétrole russe. En gros, il a dit « Nous sommes prêts à fournir encore plus à camarade Xi, s'il vous plaît, achetez ». Et là, Xi Jinping s'est retrouvé dans une position très intéressante. Parce que le même jour, Donald Trump proposait aussi à la Chine du pétrole américain et vénézuélien. La conversation téléphonique entre Xi Jinping et Trump portait sur la normalisation des relations sino-américaines. Il est intéressant de noter que même les médias chinois écrivent que Xi Jinping a insisté sur le renforcement de la communication, la résolution des différends, l'élargissement de la coopération et l'approfondissement de la confiance, appelant à rechercher des solutions de coexistence pacifique et de coopération mutuellement bénéfiques. Donald Trump a déclaré que les relations américano-chinoises sont les plus importantes au monde. Il a salué les succès de la Chine et affirmé que les États-Unis veulent renforcer la coopération et des relations stables. Que cela signifie-t-il ? Cela signifie que la Chine comprend parfaitement qu'elle se trouve actuellement dans la position géopolitique et géostratégique la plus avantageuse et qu'elle peut équilibrer entre les États-Unis et la Russie. Si le Kremlin ne propose pas à la Chine tout ce qu'elle souhaite, Pékin peut facilement se tourner vers une coopération plus étroite avec les pays occidentaux. D'autant plus que l'Europe essaie aussi maintenant d'améliorer ses relations commerciales, avant tout. Non, je souligne, ils ne deviendront jamais des alliés des États-Unis et de la Chine. C'est-à-dire pour que vous ne vous trompiez pas non plus et ne pensiez pas que la Chine va complètement se jeter dans les bras des États-Unis. Non, cela n'arrivera pas, mais la Chine peut faire pression sur les Russes avec ce sujet et, de plus, elle le fait déjà. Ces appels téléphoniques le même jour expliquent beaucoup de choses. La Russie, à part la Chine, n'a plus vraiment d'alliés puissants. Donc Poutine, excusez-moi, ira jusqu'à lécher les talons de Xi Jinping si ce dernier le lui ordonne. Et il ne faut pas faire semblant que ce n'est pas le cas. Les Russes, bien sûr, diront fièrement « Non, voyons, cela n'arrivera jamais ». Mais la Russie est déjà un vassal de la Chine. Ce que la Chine dira, la Russie le fera, et si elle ne le fait pas, la Chine cessera de l'aider, cessera d'acheter ses produits et de soutenir son économie. Il est intéressant de noter que les États-Unis tentent désormais de garder contact avec la Chine et la Russie. Et cela de manière équidistante, en essayant de maintenir exactement cet équilibre tel qu'il apparaît aujourd'hui. Je m'arrête ici. Donnez votre avis et vos conclusions en commentaire. Si cette émission vous a semblé intéressante et utile, vous pouvez soutenir le travail de notre chaîne YouTube par un don, un abonnement payant ou un parrainage sur YouTube. En général, tous les liens et informations nécessaires se trouvent dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir à tous.